Le Niger, pays sahélien enclavé, caractérisé par un climat tropical sec, subit aujourd'hui plusieurs adversités, notamment celles liées au changement climatique. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. On n'a pas pu avoir un attaquant qui peut nous marquer, et ça c'est vraiment le sempiternel problème de l'équipe A et de l'équipe A'. Le Nigérien connaîtra ses glorieuses, c'est-à-dire ses plus belles années de performance et de résultats probants. Une nouvelle dynamique de gagne. Cette grande édition d'information. Après l'installation de large ouverture, le débat se poursuit sur l'opportunité de la nomination d'un tel gouvernement pour le Niger, après un an d'action qu'elle a acquis au plan économique à suivre le dossier de la rédaction. La commission de l'UEMOA a fait don ce matin d'un important lot de matériel informatique au ministère des Enseignements supérieurs d'une valeur de 800 millions de francs CFA, ce dont bénéficiera notamment au fonctionnement des 4 universités que compte le pays. Et puis dans ce journal, il sera question d'un dossier sur la délivrance des permis de conduire. La délivrance des permis de conduire à retrouver dans le volet reportage de ce journal. Vous voulez bien nous excuser pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Hier, 13 août, le gouvernement de large ouverture fêtait son premier anniversaire. À l'occasion de cet anniversaire, la rédaction du groupe Dunia s'est intéressée au secteur économique en un an de gestion. Qu'est-ce qui a été réalisé par le gouvernement? Élément de réponse dans ce dossier, il est signé Isidore Banaba. 12 mois déjà que 11 hommes ont décidé d'outrepasser la décision de leurs leaders politiques respectifs en donnant une suite favorable à l'appel du président de la République pour la formation du gouvernement de large ouverture. Atterri dans le cercle restreint des hommes appelés à mener l'action gouvernementale sur fond de contestation de leur formation politique, ces hommes et leurs alliés devaient s'organiser afin de donner une réponse appropriée aux aspirations du peuple nigérien, notamment en faveur du développement socio-économique. À un an d'existence, qu'est-ce qui a été fait dans le domaine économique et diplomatique pour résoudre l'éternel problème de cherté de la vie auquel sont confrontés l'ensemble des citoyens? Où en est l'exécution des travaux de grands chantiers? Quelle est également la situation actuelle des relations entre l'État du Niger et ses différents partenaires? En ce qui concerne la cherté de la vie, il ne faut pas se voiler la face. L'État n'a pas pu apporter une formule magique. La vie reste et demeure chère au Niger, et les Nigériens peinent à joindre les deux bouts, une situation qui devient de plus en plus difficile. Concernant les grands chantiers, le gouvernement est resté sur la même lancée, avec notamment des projets visant à redynamiser le secteur des transports, outre la résolution de l'éternel problème qui a toujours opposé les opérateurs économiques nigériens et les autorités béninoises. Concernant le port autonome de Cotonou, l'État a entamé le bitumage des voies en vue de désenclaver certaines régions du Niger. On pourrait citer par exemple la route Saïtapoua, Ngigimi-Difa, Ilela, Badagishiri ou encore la route Filengue-Samna. D'autres projets ont également vu le jour ces 12 derniers mois. Il s'agit de la pose de la première pierre du complexe charbonnier de Salkadamna et la cimenterie de Keïta qui permettront à long terme au Niger de booster son développement socio-économique. L'action phare de ce gouvernement de large ouverture a été le renouvellement du contrat minier avec Areva,
bien que contesté par l'opposition et certains acteurs de la société civile nigérienne, le régime actuel confirme et signe que le contrat est équilibré et qu'il va générer des mois à venir plus de recettes pour le Niger. Dans le domaine minier, on a également la découverte de l'or dans le plateau de Gado, rapidement mis sous contrôle par les autorités au profit de l'État du Niger. Quant aux relations entre l'État du Niger et les partenaires techniques et financiers, elles sont au beau fixe. En témoignent ces nombreuses visites des hautes personnalités au Niger et la signature de plusieurs conventions de partenariat. Preuve que le gouvernement, qualifié par ses détracteurs à ses débuts illégitimes, a su se faire valoir. Bref, beaucoup d'efforts ont été consentis par le gouvernement de large ouverture depuis son installation. Mais n'empêche, le Niger veut une fois de plus être classé dernier de la planète par le programme des Nations Unies pour le développement sur l'indice de développement humain. La preuve vient d'être donnée au gouvernement de large ouverture que la route menant au développement social, économique et culturel reste longue. Le gouvernement d'union nationale, ou si vous voulez, de large ouverture, installé il y a un an par le président de la République, fêté hier, je le disais, son premier anniversaire. Et quelle appréciation la population de Dosso fait-elle du gouvernement? Élément de réponse dans ce micro-trottoir, il est réalisé par notre reporter correspondant permanent sur place, Aussi Abdraman. Dans l'esprit, pour que tous les chefs du pays puissent comprendre l'enjeu. Parce qu'il s'agit là d'un développement du Niger. Après les élections, je pense qu'il est mieux d'éviter les guerres politiques et de se remettre au travail. Je pense que c'est une bonne chose et il faut aller de l'avant. Et ceux qui n'ont pas, les politiciens qui n'ont pas compris l'idée doivent reconsidérer leur position et venir au niveau de la mouvance pour que les gens travaillent pour le développement du Niger. Mais moi, quand même, j'ai une position claire. Je pense que c'est vraiment une bonne chose, le fait de rassembler les gens, n'est-ce pas, de différents bords pour participer à la construction du pays. Moi, je pense que c'est une bonne chose, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et le président, il a bien vu impliquer tout le monde dans cette construction. Et tout le temps, depuis son investiture, et d'ailleurs bien avant même, depuis qu'il était à l'opposition, il a toujours clamé haut et fort qu'il va toujours essayer d'associer tous les fils de la nation. Et lorsqu'il a eu aussi à laisser cet appel pour la formation du gouvernement du national, c'est des Nigériens sincères, des Nigériens patriotes qui ont répondu à son appel. Et voilà, les résultats sont là. Aujourd'hui, nul ne peut dire que ce gouvernement ne fait pas d'élections positives sans pour autant être trop tergiversé. Les élections sont là, elles sont réelles, elles sont visibles un peu partout, dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Et ceux qui étaient même pessimistes par rapport à ça, maintenant ils se sont certainement ridiculisés. Ils se sont vus que franchement, ce n'est pas peut-être leur fonction, ils vont faire peut-être que le gouvernement ne va pas réussir. Et voilà, l'histoire a donné raison au président de la République qui a fait donc appel donc, à tous ses fils donc, de la nation qui voulaient que le pays gagne, qui voulaient que le pays soit donc développé. Franchement, nous supposons que, nous disons que franchement, ce gouvernement-là a réussi. Donc vraiment, coup de chapeau, tout ce gouvernement, tout le président de la République, on peut dire qu'il ne s'est pas trompé en faisant appel donc à ses fils de la nation. Justement, par rapport à l'an 1 de la formation du gouvernement d'union nationale, la population de la région de Maradi s'est également exprimée. Elle salue notamment les réalisations effectuées sous la houlette de ce gouvernement dit de large ouverture. Regardez. Aujourd'hui, pour qui connaît le président Mahamadou Issou, depuis le commencement de sa carrière politique, il a toujours œuvré et bataillé pour le rassemblement. Et je me souviens bien, à une époque de l'histoire sociopolitique de ce pays, il avait concentré sa campagne sur le slogan « Rassembler pour bâtir ».
Et aujourd'hui, Dieu merci, en 2013, il a eu vraiment cette opportunité et cette chance que Dieu lui a donnée d'instaurer et de faire du gouvernement d'union nationale une réalité au Niger. Et on le voit, depuis que le gouvernement d'union nationale est en place, n'en déplaise aux détracteurs, il n'y a que des prouesses, il n'y a que des réalisations qui sont en cours. Et ça, on remercie Dieu et on remercie le président, son Excellence Mahamadou Issoufou. Parce que réellement, il a œuvré pour ça, Dieu l'a aidé, la population l'a aidé et tous nous sommes derrière lui pour que ce gouvernement continue son œuvre de bienfaisance. Moi, mon seul souhait, c'est longue vie à ce gouvernement d'union nationale. Je voudrais d'abord féliciter le président de la République qui a pris l'initiative de former ce gouvernement d'union nationale. C'est une œuvre salvatrice et salutaire. Donc, le gouvernement d'union nationale dans la région de Maradi, si je peux le dire, c'est un gouvernement qui a essayé de changer la face de la région de Maradi, surtout avec les réalisations que le président de la République est en train de faire avec son programme de la Renaissance. Ce que les Nigériens ont gagné, d'abord, il y a l'unité nationale. Donc c'est ça qui est primordial et qui est aussi recommandé par nos lois et règlements de la République. Donc l'unité nationale et aussi, si je peux dire, l'unité et la cohésion nationale. Donc, il n'y a pas eu de distinction entre les différents militants ou bien entre le peuple, que ce soit du côté de la mouvance ou bien du côté de l'opposition. Donc, tout le monde est impliqué dans le processus du développement du pays. da wanda suke waje da wanda suke cikin gida su ba shugaban kasa Muhammadu Isuhu ƙarfin gwiwa ne ya kama ya aikin nan tsakani da Allah tun da ya ɗauka mana shi muna mai addu'a Allah ubangiji ya taimake shi bisa kan mulkin shi kuma wanda ke da wata niyya wanda shi ma in lalai to Allah kai bashi iko wanda zai aiki tsakanin da Allah kuma Allah ya bashi ya kama ayi aikin nan tunda aikin namu ne gaba daya dadin mu ne tunda mun samu ci gaba yadda ba a tsammani kenan mu ba abin da zamu ci sai godiya ga ubangiji ga Muhammad Isu Allah ya saka mai da alheri irin mai hakan ga shi ma Allah ya sa ya ci gaba da hakan ga muna fatan godiya gare shi. Autre aspect de ce journal, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a procédé ce matin à la remise d'un don de matériel informatique au ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation, un don destiné aux 4 universités du Niger, à savoir celles de Zender, Tawa, Maradi et Niamey, mais aussi à l'école des mines et de la géologie EMIG. Aïssa Ibrahim pour le compte-rendu. Des ordinateurs, des onduleurs, des serveurs, des équipements de connexion Internet, c'est au total 800 millions de francs CFA de matériel que la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine a mis à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce don est destiné à améliorer les performances des universités de Niamey, Zender, Maradi, Tawa et de l'école des mines de l'industrie et de la géologie. Une initiative de l'UEMOA qui vise à renforcer les capacités techniques des institutions de l'enseignement supérieur à travers un système d'information et de gestion SIG. Il s'agit, en d'autres termes, de mutualiser les ressources disponibles, de renforcer la qualité de la gestion des flux d'étudiants, des enseignements, de la mise en ligne des cours et des travaux de recherche. Cette initiative participe de la valorisation des ressources humaines importantes dont disposent nos instituts d'enseignement et de recherche, car elle permet non seulement de les répertorier, mais aussi de les mobiliser de façon optimale au grand bénéfice de notre système d'enseignement. Le projet d'appui à l'enseignement supérieur dans les États membres de l'UEMOA a réalisé, depuis sa mise en œuvre, plusieurs actions. À ces interventions, il faut bien entendu ajouter l'interconnexion de toutes les universités et grandes écoles de l'Union avec la livraison des présents équipements de mise en réseau que nous faisons ce matin. Ces actions s'ajoutent à celles menées par les autorités nationales de nos différents États en vue de renforcer l'accès aux TIC, notamment, et de permettre ainsi le déploiement du projet de bibliothèque virtuelle que l'UEMOA compte porter avec l'appui de l'UNESCO. C'est le lieu pour moi de remercier sincèrement Dr Aïssatou Niando, point focal du PAES, pour son engagement personnel et pour la diligence avec laquelle elle s'acquitte de sa mission.
Un appui qui vient à point nommé, dira M. Asman Abdou, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation, qui a ajouté que la mise en réseau des institutions d'enseignement supérieur constitue une priorité de son département ministériel. Cette donation, monsieur le représentant résident, est une pièce importante de notre projet de modernisation de notre système d'enseignement et les dons comprend 9 micro-ordinateurs avec leur système d'exploitation logicielle et accessoires, 24 Wi-Fi pour micro-ordinateurs du bureau, 9 onduleurs, 12 serveurs avec leur système d'exploitation logicielle et accessoires, 5 armoires de serveurs et accessoires, 7 routeurs Cisco, 13 switches Cisco et 26 points d'accès Wi-Fi, soit un total de 109 éléments informatiques divers. Mon département ministériel ambitionne de mettre rapidement sur pied un intranet qui connectera l'ensemble des établissements publics sous sa tutelle en un réseau fiable et viable afin de bénéficier d'un retour d'expérience dans la mise en œuvre et l'exploitation d'un réseau national pour l'enseignement de la recherche. Compte tenu de la pertinence des actions entreprises par l'UEMOA et dans tous les pays membres, permettez-moi une fois encore de retirer mes remerciements à cette institution et à ceux qui l'animent pour cet accompagnement combien utile pour notre politique nationale en matière d'enseignement supérieur. Des actions qui viennent s'ajouter à une série d'autres déjà entreprises par les autorités nigériennes, notamment la création et la gestion de plusieurs universités dans le pays. Voilà, vous voulez bien nous expliquer, ou nous excuser autant pour moi pour ces petits problèmes techniques. Et puis la ministre des Enseignements secondaires a procédé hier au lycée Issa Korombe au lancement de l'opération d'acheminement des fournitures scolaires dans les différentes régions du pays. Objectif, préparer la rentrée scolaire 2014-2015. Mariama Soumana. Présidé par le secrétaire général adjoint du ministère des Enseignements secondaires, M. Issa Kassoum, du 7 au 8 août dernier à Tilaberi, ce 3e congrès ordinaire du syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Niger SINAFEN vise entre autres à dresser le bilan 2010-2014 et renouveler le bureau exécutif national. Il a été placé sous le thème « Enjeux et défis de l'après 2015 dans le secteur de l'éducation et de la formation ». Rôle et responsabilité des syndicats d'enseignants, un thème largement élucidé à travers des conférences. À l'issue des travaux, les délégués venus des 8 régions du pays ont renouvelé leur confiance à M. Al-Mustafa Ide au secrétariat général du Ben Sinafen. Après présentation des 27 nouveaux membres du Ben Sinafen, élus pour un mandat de 4 ans, des résolutions et recommandations ont été formulées. Le 3e congrès ordinaire du Sinafen, tenu à Tilaberi les 7 et 8 août 2014, recommande 1. Au gouvernement de prendre des mesures concrètes destinées à éviter toute forme de discrimination, notamment celles relatives au handicap, au genre, à l'origine ethnique ou religieuse. De mettre à la disposition des élèves des enseignants qualifiés et bien soutenus. De faire en sorte que chaque élève puisse apprendre dans un établissement sûr et inclusif, disposant de ressources adéquates ainsi que d'infrastructures et de locaux accessibles. De trouver un financement suffisant afin d'offrir une éducation gratuite et de qualité pour tous. 2. Aux syndicats d'enseignants de mobiliser les communautés, les organismes non étatiques, les partenaires techniques et financiers et le corps enseignant, de participer à la détermination et à l'élaboration des objectifs à atteindre en 2024. Le congrès a été aussi mis à profit par les participants pour rendre publique une déclaration d'État de Tilaberi qui plaide en faveur d'une éducation gratuite et de qualité pour tous. Lançons un appel à l'ensemble des syndicats d'enseignants à s'unir pour faire de l'éducation de qualité une priorité. Et encourageons le gouvernement, les parlementaires, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers du Niger à soutenir la promotion de l'éducation de qualité.
Nous nous engageons ainsi à 1. Soutenir la politique éducative et les défis de l'éducation dans le cadre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSF 2014-2024. 8. Veiller à la professionnalisation du métier d'enseignant à travers la formation initiale et continue des enseignants et un encadrement de proximité. À travers ce congrès, le SINAFEN a fait montre d'un syndicalisme responsable à l'image de leur centrale syndicale, la CGSR. Voilà, vous l'avez sans nul doute rectifié de vous-même. Il s'agissait plutôt de résumer sur le 3e congrès ordinaire du SINAFEN tenu à Tillabéri du 7 au 8 août dernier. Un congrès qui a vu l'élection du secrétaire général sortant du dit syndicat, Al-Mustafa Moussa, à qui nous souhaitons un bon mandat de passage. Comme je l'annonçais tantôt, la ministre des Enseignements secondaires a procédé hier au lycée Issa Korombe au lancement de l'opération d'acheminement des fournitures scolaires dans les différentes régions du pays. Objectif, préparer la rentrée scolaire 2014-2015. Mariama Soumana. C'est important, l'eau composée de fournitures scolaires est destinée aux élèves du secondaire des 8 régions du pays. Une initiative qui vise à mettre à temps à la disposition des élèves l'essentiel du matériel scolaire pour une bonne rentrée scolaire 2014-2015. Nous avons 1 611 721 cahiers de 100 pages, 1 887 950 cahiers de 200 pages, 1 773 747 cahiers de 100 pages, 1 376 989 bics bleus, 514 165 bics rouges, 445 279 feuilles de copie double, 989 550 livrets scolaires pour les classes de 6e et seconde. Procédant au lancement de l'opération d'acheminement des fournitures scolaires sur toute l'étendue du territoire, la ministre des Enseignements secondaires a indiqué que cette initiative est à mettre à l'actif des plus hautes autorités du Niger. C'est le lieu de remercier son Excellence et le Président de la République et aussi le Premier ministre, chef du gouvernement, qui ont bien voulu mettre à notre disposition des moyens nécessaires pour aboutir en tout cas à cet important événement. Nous sommes prêts pour la rentrée. Il reste bien sûr beaucoup de choses à faire, donc nous sommes dans le processus, n'est-ce pas, d'accomplir toutes ces tâches pour permettre un bon démarrage à nos enfants. Les syndicalistes ainsi que les parents d'élèves apprécient positivement cette opération d'acheminement des fournitures scolaires qui, selon eux, seront à la hauteur des attentes des principaux bénéficiaires. Nous sommes vraiment très contents de cette cérémonie parce que cela fait des années que nous n'avons pas vu une telle quantité de fournitures mises à la disposition des enfants, particulièrement du secondaire, c'est-à-dire les collèges et les lycées. Ça fait vraiment beaucoup parce que chaque élève de 6e, 5e va avoir une dizaine de cahiers, 10 cahiers. Les élèves de 4e, 3e vont avoir une douzaine et ceux du lycée vont avoir jusqu'à 13 cahiers, des cahiers de 100 pages, 200 pages et 300 pages, y compris avec les petits instruments avec lesquels les élèves travaillent, c'est-à-dire les bics, les règles, etc., etc. C'est un sentiment de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le temps, dans le passé, quand vous remarquez, toujours le matériel, ou bien tout le matériel scolaire ont été acheminés à l'ouverture. Mais nous avons demandé, nous avons déposé de doléances en disant, s'il vous plaît, pour vraiment qu'on soit à jour, il faut nécessairement qu'on puisse acheminer ces documents-là au moins un mois ou 2 mois à l'avance. D'ores et déjà, un comité de suivi a été mis en place pour assurer le bon déroulement de l'opération dans les différentes régions. Des manuels scolaires ont également été commandés pour les différentes disciplines d'un coût global d'environ 2 milliards de francs CFA. Sur un tout autre plan, début ce matin au palais de congrès de Niamey, des assises de la première réunion
du comité multisectoriel de pilotage du programme stratégique 4 de la stratégie 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Une rencontre placée sous la présidence du ministre en charge de la santé publique. Les images. Par le ministre en charge de la santé publique, cette rencontre s'inscrit dans la logique des assises de la première réunion du comité multisectoriel de pilotage du programme stratégique 4 de l'initiative 3N. Un véritable cadre de concertation qui constitue un instrument majeur de gouvernance de la nutrition pour la mise en œuvre de cette ambitieuse initiative chère au président de la République. À ce jour, le CMPS 4 est la troisième instance fonctionnelle après les CMPS 5, 3 et 1. C'est donc non seulement une grande satisfaction pour le Haut Commissariat de voir les instances de coordination de l'initiative 3N fonctionner, mais un honneur et un devoir d'assister à cette importante rencontre d'échange, de suivi de la situation nutritionnelle des Nigériennes et des Nigériens et de la définition des modalités de mise en œuvre des recommandations en matière de nutrition. Considérée comme un grave problème de santé publique au Niger, la malnutrition constitue également un frein à la croissance harmonieuse des enfants, affectant ainsi la productivité future des Nigériens. Occasion donc pour le chef de file des donateurs du secteur de la nutrition au Niger d'insister sur les causes de la malnutrition ainsi que leur engagement à œuvrer dans la lutte contre ce fléau dans le pays. L'enfant malnutri tombe malade plus fréquemment à cause de l'affaiblissement de son système immunitaire et la maladie précipite la malnutrition car l'enfant malade manque d'appétit et brûle plus de calories. Ces deux causes directes découlent de trois grandes causes sous-jacentes. Premièrement, l'insécurité alimentaire des ménages. Deuxièmement, les soins inadéquats aux mères et aux enfants au sein de la famille et de la communauté. Troisièmement, le manque d'accès aux services de base, notamment de santé, d'hygiène, eau et assainissement. Malgré les multiples efforts déployés par l'État et ses partenaires, la situation nutritionnelle reste encore préoccupante au Niger, d'où tout l'espoir fondé sur la présente rencontre dont l'objectif est de faire un état de lieu de la situation nutritionnelle et lancer les bases de l'élaboration d'une feuille de route contenant les actions urgentes à mettre en œuvre. Le secteur de la santé joue un rôle significatif dans la lutte pour la sécurité nutritionnelle en mettant en œuvre des interventions spécifiques à la nutrition. Cependant, ces interventions représentent 20% des actions de lutte contre la malnutrition, donc insuffisantes pour influencer les causes profondes et structurelles de la malnutrition. Les 80% des actions sensibles à la nutrition relèvent des autres secteurs comme l'agriculture, l'hydraulique, l'environnement et l'éducation. C'est dire que la synergie entre ces secteurs est nécessaire car elle permet une bonne réponse pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger. Regroupant l'essentiel des acteurs intervenant dans le domaine de la nutrition, le comité multisectoriel de pilotage du programme stratégique 4 de l'initiative 3N veille entre autres à la validation des documents de politique, des textes législatifs et des dispositions réglementaires nécessaires à l'expression effective de l'engagement politique du gouvernement du Niger et des collectivités locales dans le domaine de la sécurité nutritionnelle, ainsi qu'à la prise en compte de la nutrition de l'ensemble des stratégies et plans nationaux. Et puis le bilan de l'épidémie virale Ebola, une fièvre hémorragique qui sévit en Afrique de l'Ouest, continue de s'aggraver avec 603 morts, dont 68 entre le 8 et le 12 juillet dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Selon l'OMS, le virus continue de se transmettre en raison du manque de sensibilisation des populations. Qu'en pensent les populations au Niger? Sont-elles suffisamment informées et sensibilisées? Une de nos équipes a tendu le micro à quelques-uns d'entre eux. Voici leur réaction. Il y a eu un cas au Niger et je prie Dieu pour qu'il n'y ait pas un seul cas. J'ai vu que les autorités nigériennes ont pris des dispositions déjà au niveau des postes frontaliers et au niveau de l'aéroport pour que des cas suspects ou des pays où des cas ont été détectés puissent être contrôlés dès leur entrée au Niger. Je pense que c'est une bonne chose et nous devons en tout cas doubler la vigilance pour que cette pandémie qui fait ravage dans des pays comme la Sierra Leone, la Guinée, ne puisse pas arriver ici. Et si nos autorités peuvent en tout cas accompagner ces pays qui souffrent, parce qu'il y a plus de 1000 personnes tuées dans ces pays,
pour qu'ils puissent en tout cas les aider en tout cas à contrecarrer cette maladie. Ce virus est mortel et nous prions vraiment Dieu pour que ça ne puisse pas arriver au Niger. Nous avons appris que des pays qui font frontière avec nous, un cas, et nous demandons aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour que ça ne se retrouve pas dans notre pays. Et notre pays, on a tellement de problèmes, vu cette situation, vu ce temps. Nous avons tellement de moustiques qui font en sorte que nous avons des cas de commerce qu'on appelle de paludisme qu'on n'arrive même pas à gérer. Et si ce problème de Ebola vient s'ajouter, vraiment, je pense que les autorités n'ont pas pu faire leur devoir en matière de santé comme ça doit se faire. Donc on lance un cri de cœur que les frontières doivent être contrôlées. Et tout cas de, comment est-ce qu'on appelle ça, tout cas de suspect que les gens voient ou bien les gens n'ont pas confiance en ça, on peut faire appel aux autorités sanitaires ou bien même au-delà des autorités sanitaires. Parce qu'on voit comment la maladie se manifeste. C'est en erreur de temps que tu perds la vie. C'est une maladie vraiment que j'ai un peu observée du fait qu'elle est à la une et elle est au bon centre de l'actualité africaine qu'internationale. Donc c'est une maladie vraiment qui n'est pas encore très connue, quoi. Parce que ça aurait été qu'elle était connue d'avance, eh bien je suis certain qu'on aurait au moins dû lui chercher un médicament préventif. Mais malheureusement du fait que c'est une maladie très récente et encore elle est là en cours du traitement. Ils le disent, mais réellement sur le terrain, ce n'est pas le cas. Parce que j'ai l'habitude de voir les frontières, quoi. Je partage la frontière avec Niger-Nigeria. Je vois comment vraiment est la situation réelle du terrain. Et j'entends ce qu'ils disent de l'autre côté. Mais j'aurais voulu vraiment, pour qu'il y ait vraiment une efficacité au sein de la santé, de préférence qu'ils renforcent les médecins, les capacités des médecins, que ce soit en matériel, et tout comme en nombre, quoi. On a un déficit au niveau de la santé. Même le nombre qu'on a ne peut pas nous suivre et nous satisfaire, quoi, la population. Et en plus de cela, il y a une épidémie qui est là dans les frontières. Donc en aucun cas, ça ne peut tenir. Que Dieu nous en garde. Amen. Cela dit, lancement ce matin dans les locaux de la station régionale ORTN de Dosso de la formation des volontaires de la 15e promotion du service national de participation couplée au programme de salubrité Dosso-Soga, une cérémonie présidée par le ministre des Enseignements professionnels et techniques en présence des autorités administratives de la région. Aoussi Abdraman. Renforcer la solidarité entre populations du Niger et contribuer à accélérer les travaux du programme Dosso-Soga, c'est les buts fondamentaux de cette cérémonie de lancement de la formation de 150 jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans venus de toutes les contrées de notre pays. Réunis au sein du service national de participation, ces jeunes suivront plusieurs formations dans divers domaines, dont l'agro-silvo-pastoralisme, la construction métallique, la maçonnerie, la menuiserie et bien d'autres. Dans son mot de bienvenue à cette occasion, le maire de la commune urbaine de Dosso a réitéré la reconnaissance de la population dossolaise avec à sa tête le sultan au président de la République qui a bien voulu inscrire le programme Dosso-Soga dans ses priorités. Après l'allocution du représentant des volontaires, le délégué général du service national de participation a pris la parole pour souligner la place du volontariat dans le développement de notre pays. Le secrétaire général du gouvernorat représentant le gouverneur a, dans son allocution, félicité le service national de participation pour sa contribution à rendre coquette la ville de Dosso. En prononçant l'allocution officielle du lancement de cette formation des volontaires, le ministre des Enseignements professionnels et techniques a affirmé que c'est dans le cadre de l'atteinte des objectifs du programme Dosso-la-Coquette que son ministère vient en appui à Dosso à travers ces jeunes pour des actions de salubrité, de reboisement et de curage de caniveaux.
Vous serez appelés tout au long de votre formation à acquérir des connaissances techniques vous permettant de vous insérer dans la vie active et de contribuer par la même occasion au développement de notre pays. Au regard des nouvelles perspectives qui s'offrent au Niger d'aujourd'hui, l'État, à travers cette formation, vous donne plusieurs opportunités, tant dans le domaine de l'emploi que dans celui de la micro-entreprise au niveau local. Aussi, mon département ministériel mettra tout en œuvre pour appuyer le service national de participation en vue de promouvoir un volontariat de développement dans notre pays à travers une mobilisation permanente de la jeunesse. Pendant pratiquement 15 jours, les jeunes volontaires du service national de participation œuvreront pour remplir les tâches qui sont les leurs. On peut noter que cette formation de jeunes volontaires est une issue d'insertion d'une frange importante des jeunes désescolarisés ou non scolarisés dans le tissu socio-économique de notre pays. Direction Maradi avec l'ouverture mardi dernier des assises d'un atelier dit de formation des jeunes sur l'emploi et la vie associative. Le dit atelier était organisé par l'association Éducation, Paix, Progrès et PP. Alzuma Seni Soumaïla. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, l'association Éducation, Paix, Progrès a organisé cet atelier de formation des jeunes sur la problématique de l'emploi des jeunes au Niger et vie associative. Un atelier de formation placé sous le haut patronage du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale à travers lequel l'association EPP vise la participation des jeunes dans le développement du pays. La Journée internationale de la jeunesse a été instaurée en 1999 par l'Assemblée générale des Nations Unies avec pour objectif de mettre l'accent sur la réalisation de la jeunesse et de prendre conscience de l'apport important de cette jeunesse dans le développement des nations. Cette année, la célébration de cette journée sera consacrée par notre association EPP en faveur des jeunes désœuvrés et en chômage. Au Niger, le chômage et le sous-emploi des jeunes constituent l'une des préoccupations constantes du gouvernement de la 7e République et des partenaires au développement. Pour ce faire, l'association Éducation pour la paix et le progrès EPP organise cet atelier de formation sur la problématique de l'emploi des jeunes au Niger et la vie associative en vue d'apporter sa contribution à la participation active des jeunes au développement du pays. Pour le ministre de l'Emploi, cet atelier est une opportunité pour les jeunes de comprendre le travail et la vie associative. La présente cérémonie qui consacre cet atelier de formation à l'endroit des jeunes rentre dans le cadre des activités que mon département ministériel est en train de déployer pour réussir cette question de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, je pense que nous tendons beaucoup plus sur la question de la qualité de l'emploi. Parce qu'il faut que le travail nourrisse son nom. Il ne s'agit pas d'avoir un emploi, il s'agit d'avoir un emploi qui puisse rémunérer de façon acceptable et permettre à celui qui travaille d'avoir des conditions de vie assez acceptables. Cette opportunité qui nous est offerte à travers l'association Éducation, Paix et Progrès, et nous pensons que c'est une bonne opportunité. Et à travers les différents exposés, j'ai pu voir un certain nombre de thématiques qui vont être développées, qui permettraient aux jeunes de comprendre ce que c'est que la vie associative. Cette rencontre de partage au profit des jeunes de la région de Maradi est une belle occasion pour les jeunes bénéficiaires de prendre conscience sur l'importance de la vie associative et les opportunités qu'offre le travail. À Ottawa, cérémonie de réception provisoire de la plateforme couverte pour le tri, le calibrage et le conditionnement des oignons à Tsarnawa dans le département de Konni. Une cérémonie organisée par le projet de développement des exportations et des marchés agro-silvo-pastoraux. Du marché moderne à bétail de la commune rurale de Karofan dans le département de Vouza, financé par le projet Prodex. C'est autour de la commune de Tsarnawa qui a bénéficié des 2 magasins au compte du comptoir de cette commune dans le département de Kwan. Pour améliorer les conditions de mise en œuvre des filières oignons,
Ce joyeux bénéfique pour les producteurs de cette localité a fait l'objet de cette cérémonie de réception provisoire de la plateforme couverte pour les tri, les calibrages et le conditionnement des oignons. Organisé par le projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux Prodex. Dans son discours, le gouverneur de la région d'Ottawa, en présence des responsables de cette commune, Salif Barmou, a énuméré les différentes réalisations du projet Prodex dans la région d'Ottawa. Dans la région d'Ottawa, le Prodex a eu à financer plusieurs actions, dont le financement de plus de 725 sous-projets dans les différentes filières prioritaires. Oignons, bétail, viande, cure et peau, nébé. Le financement de 6 seuils de recharge de nappes ayant permis de sécuriser plus de 850 hectares pour l'irrigation. Le financement de 2 sites de protection rapprochés, dont celui de Bourdi et de Karba, ayant permis de protéger 350 hectares. La réalisation d'une piste de désenclavement des zones de production sur une longueur de 18,6 km dans le département de Madawa et les travaux en cours du tronçon Taïcha-Oucha-Badam d'une longueur de 7,7 km. Le financement du marché à bétail de Karofan. Le coordonnateur national du projet Prodex se prononce sur les objectifs visés à travers toutes ces réalisations au profit de l'amélioration des conditions de mise en œuvre des différentes filières porteuses. Nous avons décaissé au titre de cette région sous forme de subventions plus de 2,7 milliards pour faire des activités diverses qui rentrent non seulement dans le cadre de la commercialisation des produits, de la production, de la valorisation de la production. Et les 2 infrastructures dont vous faites allusion, à savoir le marché à bétail et cette plateforme multifonctionnelle pour ce qui concerne l'oignon, vise essentiellement à permettre aux autorités locales de pouvoir maîtriser, en tout cas les statistiques, permettre même au Niger d'aller vers une maîtrise des statistiques à l'export de nos produits, notamment le bétail. Les filières oignons, et parce que nous avons aussi ce problème d'évasion fiscale au niveau de nos entités administratives qui serait réduit à travers le marché à bétail de Karofan que vous avez vu, un marché pour lequel le Prodex a décaissé plus de 120 millions et qui s'étale sur 5 hectares. Le coordinateur du projet Prodex a félicité et encouragé l'organisation et le dynamisme de l'équipe du comptoir des Sarnawa, qui se bat pour la valorisation de la filière oignon. Cette cérémonie a été sanctionnée par la visite de ces différentes infrastructures réalisées au bénéfice du comptoir des Sarnawa. Le site internet dénommé Les Aveux du Niger, comme organisé hier soir à la Maison des Jeunes et de la Culture Diado Sekou de Niamey, une conférence publique autour du thème Islam et corruption, l'objectif étant de combattre la corruption dans le milieu islamique. Placée sous le thème Islam et corruption, cette conférence publique organisée par le site internet lesaveuxduniger.com a été animé par Cheikh Ben Halim Abderraouf dans l'optique d'échanger les mentalités et de dénoncer les auteurs et co-auteurs de la corruption. Une pratique entièrement interdite par Dieu et son messager prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La corruption, si c'est pour obtenir son droit, qu'on t'a arraché, qu'on t'a caché, qu'on t'a enlevé et on t'a pris en chantage, on t'a pris en otage pour que tu payes jusqu'à ce qu'on te donne ton droit, tu es victime. Tu n'as pas de péché à payer. Donc tu peux payer. Mais il vaut mieux opposer une résistance citoyenne et ne pas payer et dénoncer et lutter jusqu'à ce que le droit soit appliqué. C'est mieux. Et parce que si nous continuons tous à nous plier, à nous soumettre, eh bien ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Et donc nous devons, je ne dis pas nous révolter ou nous rébeller, mais nous devons résister et refuser et mettre la pression. À mettre la pression jusqu'à ce que les choses changent. D'un corrompu, qu'est-ce qui est pire? Voilà, regardez selon l'islam, qu'est-ce qui est pire? Le péché d'un corrompu ou le péché d'une prostituée? Ah là là, il va dire, mais il nous insulte, mais il nous insulte, mais il nous compare à des prostituées. Mais disons la vérité, cherchons la stricte vérité. Qu'est-ce que l'islam dit là-dessus?
une femme qui s'est prostituée et qui a ramené à manger, et quelqu'un qui a touché la corruption pour voler l'argent du peuple, et voilà ce qu'il a ramené à manger. D'après vous, dans l'islam, quel est le pire péché? Est-ce qu'il y a une ambiguïté? La prostituée a le péché du zina, bien sûr, qui ne touche que elle. Elle n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est Allah Ta'ala, car elle n'a fait de mal à personne. C'est son péché entre elle et Allah. Alors que le corrompu a son péché avec Allah, plus tout ce qu'il va payer aux gens. Parce que l'argent que tu manges là, c'est le sang de tes frères, c'est la sueur de tes frères, c'est la chair de tes frères que tu es en train de manger. Voyez-vous? À cette occasion, nombreux étaient les participants qui ont relaté des faits de corruption. À travers cette conférence, les participants ont partagé leur expérience. Cela a permis à l'assistance pour la plupart des musulmans de mieux comprendre la notion de corruption et surtout de cerner leur rôle à jouer en tant que musulmans dans la lutte contre ce fléau. Sachez, ordure le long des voies, eau usée, c'est l'état d'insalubrité dans lequel végète le quartier Dar Salam, ici même à Niamey. L'insalubrité est impressionnante dans ce quartier, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Omar Amma. Nous sommes ici en plein cœur de la capitale, au quartier Dar Salam, dans l'arrondissement communal Niamey 2, où on se croyait sur un dépotoir. Dans ce quartier, comme dans beaucoup de quartiers du Niger, les habitants cohabitent avec les ordures. À certains endroits, pas de passage. Les eaux de pluie transformées en marigots empêchent de circuler librement. Ici, le projet Niamey-Niala n'a pas d'effet. Les eaux stagnent, des déchets et autres ordures ménagères sont entassés. Une véritable décharge publique. Cette situation choque les habitants qui, face à notre micro, dédaignent de parler car selon eux, leur cri de cœur ne sera jamais pris en compte. Selon les habitants, les responsables de cette situation, ce sont les autorités municipales. Elles ne jouent plus leur rôle depuis longtemps. L'un dans l'autre, les responsabilités restent partagées. On a coutume de dire qu'il n'y a pas de cause sans effet. Les populations ont leur part de responsabilités. Mais voilà, le jeu de ce n'est pas ma faute, c'est sa faute, doit s'arrêter. On doit arrêter de se jeter la pierre. Pour que les actions du projet Niamey-Niala soient visibles et concrètes, chacun doit contribuer à sa manière, quels que soient ses moyens, à rendre son environnement propre et salubre. Pour que Niamey devienne Niala, il faut donc que chacun agisse. Les autorités doivent aussi prendre des mesures, car la ville de Niamey connaît une grande urbanisation. En cette période de grandes vacances, l'on constate une forte fréquentation des auto-écoles pour l'obtention des permis de conduire. Cependant, la délivrance de ces permis est diversement interprétée, notamment en ce qui concerne sa crédibilité. Le reportage est de Ima Seb. La conquête du permis de conduire, ces documents officiels délivrés par les autorités en charge du transport et autorisant la conduite de véhicules particuliers, de transport de personnes ou de biens, connaît ces temps-ci un engouement de candidats. L'obtention de ces documents s'est fait en 2 étapes. On programme l'élève au moment où il arrive à maîtriser tous les 12 séries. Parce qu'à l'examen, on ne sait pas sur quelle série il peut tomber. Donc, ici, si on arrive à les faire comprendre, chaque série qui vient, il peut s'en sortir. Donc, vous voyez, si on arrive à avoir la moyenne 24 ou bien 25, donc la moyenne, c'est 19. Donc, quand il arrive à avoir 25 sur 25, ou bien 23 sur 25, 24 sur 25, on peut les programmer. Des étapes qui sont diversement appréciées par les candidats. Et on constate que dans la circulation, il y a beaucoup d'accidents. Et pour éviter ce genre d'accidents, il vaut mieux apprendre bien les codes et la conduite. Là, ça va nous permettre d'éviter beaucoup de ces accidents. Et aussi, comme cet endroit est un endroit vraiment recherché, parce que la formation est vraiment impeccable. C'est pourquoi je me suis essayé de venir directement ici pour pouvoir avoir une formation meilleure. Je n'ai pas peur de la circulation parce que j'ai bien fait ma conduite. Moi, là où je suis, là, je peux conduire n'importe où dans Niamey. De leur côté, les responsables des auto-écoles mettent l'accent sur la connaissance des règles du code de la route, mais aussi des mécanismes de la conduite. Nous nous sommes chargés de faire la formation
encodé en conduite et par la suite présenter les candidats à l'examen de permis de conduire. Donc pour passer un permis de conduire, il y a 2 examens d'abord à passer. Il y a l'examen l'oral de code et l'examen pratique de conduite. Donc c'est par la suite on vous donne un permis de conduire qui est délivré par le ministère des Transports. Ça c'est pas un problème qui relève des auto-écoles franchement. Je pense que ça c'est un problème qui relève des autorités administratives de la République du Niger. Donc s'il y a un problème comme ça, c'est à eux de veiller. Parce que nous sommes des auto-écoles. Nous sommes ici, nous avons des gens qui nous engageons, dont nous payons un salaire, dont nous avons des taxes dont nous payons tout le temps. Donc nous ne voyons pas comment maintenant prendre de l'argent à amener chez quelqu'un d'autre pour prendre un permis de conduire. C'est des problèmes dont nous entendons comme vous. Nous ne savons pas comment ça se passe. Nous pensons que c'est le ministère des Transports qui est en charge de régler ce problème. La délivrance du permis de conduire est sujette à un certain nombre de questionnements depuis quelques années. Pour beaucoup d'acteurs, il existe un lien étroit entre la délivrance du permis de conduire et le comportement sur la route. Pour Fondé Mobori, la délivrance du permis de conduire a une responsabilité transversale. Les auto-écoles, en tant que telles, ne délivrent pas de permis de conduire. Les auto-écoles vous permettent, en tout cas, d'assimiler un certain nombre de cours et puis de maîtrise de conduite. Ensuite, vous passez à un examen qui est dirigé par les autorités de tutelle, notamment des ingénieurs du ministère des Transports en présence d'une force de police ou de gendarmerie. Mais nous constatons aussi que des jeunes, aujourd'hui, ont des permis sans passer par ces examens, ce qui est trop triste. Mais la responsabilité, il faut donc la situer au niveau même des autorités qui délivrent, parce que c'est le ministère des Transports, à travers les différentes directions régionales de transport, qui délivre les permis. Celui qui se permet de donner un permis de conduire à un jeune sans qu'il ne passe l'examen, c'est comme s'il autorise quelqu'un à aller tuer des innocents sur la route, ce qui n'est pas bien. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, plus qu'hier, il est question de renforcer la rigueur dans l'apprentissage du code et de la conduite, mais aussi dans le processus de la délivrance. Selon toujours certains acteurs œuvrant dans le domaine, cela réduira certains mauvais comportements sur la route. Et puis un dernier aspect de ce journal, sachez que le tournoi Orange Street Foot se poursuit. Mardi et mercredi dernier, il s'est agi de sélectionner le représentant de l'arrondissement communal Niamey 2, un tournoi qui a eu lieu au terrain FINIAP du quartier Bokoki. Al-Mokhtar Kainé et Moukela Tijani pour le compte rendu. Tout comme l'arrondissement communal Niamey 1, elles sont au total 8 équipes engagées pour la recherche du représentant de l'arrondissement communal Niamey 2 dans le cadre du tournoi Orange Street Foot qu'organise l'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger. Mardi 11 août, première journée du tournoi dans le dit arrondissement, 4 équipes sont qualifiées pour les demi-finales. Il s'agit de Kwarami contre Lazare et Djidda contre Francophonie. À l'issue de cette phase, Lazare et Francophonie se distinguent des autres pour la finale qui a vu le sacre de l'équipe de la Francophonie sur celle de Lazare sur un score de 2 buts à 1. On est à la fin du tournoi. Bon, on est sacré champion. C'est un sentiment de joie qui m'anime. On remercie Orange pour ce grand effort et on l'exhorte à continuer dans ce sens. On peut dire que mes poulains ne sont pas démérités. Vraiment, ils sont joués à fond. On a préparé l'équipe physiquement, moralement, physiquement pour pouvoir affronter l'adversaire. Vraiment, on a préparé notre équipe. Vous avez vu hier, on a gagné notre quart de finale jusqu'à aujourd'hui. En demi-finale, on a gagné 1-0, malgré que les adversaires sont trop costauds que nos joueurs. Vraiment, je peux dire que nos joueurs ne sont pas démérités, vraiment. Les organisateurs ne cachent pas leur satisfaction. On est à la finale de la commune 2 de Niamey et qui a opposé l'équipe Francophonie contre l'équipe Lazare. Donc l'équipe Francophonie l'a remporté 2-1 contre l'équipe Lazare. Ce qui veut dire que l'équipe Francophonie représentera la commune 2 pour les prochains éliminatoires.
Donc on remercie massivement tous ces jeunes du quartier qui sont venus pour pouvoir assister et surtout encourager ces jeunes talents. S'en est suivi la remise des lots aux équipes. A noter qu'en dehors du premier et du deuxième, toutes les équipes ont reçu des lots de participation. Après donc la 4e journée, on connaît déjà les représentants du 1er et 2e arrondissement de Niamey. Rendez-vous est pris au CCOG pour connaître le représentant du 3e arrondissement de la ville de Niamey. Voilà, à 20h passées de bientôt 57 minutes, point final de cette édition d'information. Vous l'avez sûrement relevé, essentiellement consacré à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi et passé d'agréables moments en compagnie de programmes de la télévision Dunia. Au revoir.